L'histoire que nous allons raconter se déroule en 2006. C'était une année qui promettait tout le bonheur du monde pour Kelsey Smith, une adolescente de 18 ans. Kelsey venait de terminer ses études secondaires et avait été acceptée dans une université grâce à d'excellents résultats. Mais le véritable point culminant de cette année était sa relation avec son petit ami John. Après de longues années d'amour et de fréquentation, John l'avait officiellement demandé en mariage 6 mois auparavant. Les deux jeunes gens étaient comblés de joie et planifiaient déjà un grand mariage qui devait avoir lieu juste après ses études universitaires. Kelsey vivait ce que l'on pourrait appeler un rêve. 9 jours seulement après la fin de ses études, Kelsey a décidé de faire une surprise à son fiancé, John. Elle voulait organiser une petite fête pour célébrer leur 6e mois de fiançailles. C'est ainsi qu'à 16h, 4h de l'après-midi, Kelsey quitte sa maison. Elle monte dans sa voiture et se dirige vers le centre commercial le plus proche, appelé Target. Elle devait simplement prendre un cadeau et rentrer immédiatement. Cependant, les heures passèrent et Kelsey ne revint pas à la maison. Au départ, ses parents n'étaient pas très inquiets. Kelsey était une adolescente de 18 ans et ils pensaient qu'elle avait pu s'arrêter quelque part ou rencontrer des amis. Mais après 2 heures de retard, l'inquiétude a commencé à monter. Le père de Kelsey a décidé de l'appeler pour savoir où elle était. Il a eu la surprise de constater que son téléphone était éteint. Il attendit quelques minutes, puis rappela. Le téléphone était toujours éteint. À ce moment, le père, sentant que quelque chose n'allait pas, est devenu très nerveux. Ce n'était pas dans les habitudes de sa fille d'éteindre son téléphone ni de rentrer aussi tard. Craignant qu'elle ait eu un accident et se trouve à l'hôpital, il a contacté les hôpitaux et les postes de police. Tous lui ont répondu qu'ils n'avaient reçu aucune déclaration d'accident impliquant sa fille. Le père, toujours très tendu, a décidé de partir à la recherche de Kelsey lui-même. Heureusement, Kelsey avait mentionné qu'elle se rendait au centre commercial Target. Il a parcouru la route en direction du magasin, regardant anxieusement de chaque côté. Arrivé au centre commercial, il a cherché la voiture de sa fille dans le stationnement pendant plus d'1 demi-heure, mais ne trouva aucune trace. Il est alors entré avec sa femme et ses autres enfants pour la chercher à l'intérieur du Target. Sans succès. Le père a alors pensé que Kelsey, n'ayant peut-être pas trouvé ce dont elle avait besoin, était partie vers un autre centre commercial. Il s'est mis à chercher de magasin en magasin jusqu'à ce qu'il trouve finalement la voiture de sa fille stationnée. Dès qu'il l'a vue, il a eu un sentiment étrange. Le père de Kelsey était un policier et son instinct lui disait que la façon dont la voiture était garée n'était pas normale. Il était convaincu qu'il y avait un problème. Il a empêché sa famille de s'approcher et a immédiatement appelé la police. Les enquêteurs sont arrivés et ont ouvert la voiture. À l'intérieur, ils ont découvert tous les effets personnels de Kelsey, son sac à main, son portefeuille, son téléphone et même le cadeau emballé qu'elle avait acheté pour John. Le mystère s'épaississait. Fait encore plus étrange, il n'y avait aucune trace de lutte dans la voiture. L'attention des enquêteurs a été attirée par un morceau de tissu qui dépassait du coffre. Tout le monde, y compris la famille, a cru que Kelsey avait été assassinée et que son corps se trouvait dans la malle. La peur s'est emparée d'eux. Les policiers ont ouvert le coffre avec prudence, mais il était vide. La signification de ce morceau de tissu restait inconnue. La voiture a été confisquée et envoyée au laboratoire pour analyse médico-légale. Les enquêteurs ont remarqué qu'une caméra de surveillance était pointée sur la voiture. Ils croyaient que cet enregistrement expliquerait tout. Malheureusement, le centre commercial était fermé et ils ont dû attendre le lendemain pour examiner les bandes. En attendant, ils ont interrogé la famille. Après avoir examiné en détail les derniers mouvements de Kelsey, du moment où elle s'était levée jusqu'à son départ de la maison, la famille a été retirée de la liste des suspects. Le doute s'est alors porté sur le fiancé, John. Kelsey passait beaucoup de temps avec lui. Les enquêteurs supposaient que John devait savoir quelque chose sur sa disparition. La famille de Kelsey a défendu John, insistant sur le fait qu'il était impossible qu'il fasse du mal à leur fille. Mais les enquêteurs avaient une autre théorie. Ils estimaient que des disputes conjugales, même mineures au début, pouvaient dégénérer en crime. Le fait que Kelsey était sur le point d'entrer à l'université et de déménager pouvait avoir provoqué un conflit avec John, allant jusqu'à l'enlèvement ou le meurtre. John a été convoqué pour un interrogatoire. Il a été très clair, affirmant qu'il n'avait pas vu Kelsey ce jour-là. Il avait communiqué avec elle et ils avaient prévu de se retrouver chez ses parents. Lorsqu'il est arrivé,
Elle n'était pas là et il a attendu et appelé jusqu'à ce qu'il découvre sa disparition. Les enquêteurs n'ont pas été convaincus. Ils l'ont pressé de questions pendant 8 heures, cherchant à connaître son emplacement exact sur la route et ses moindres mouvements. John est resté calme, répondant à toutes les questions, mais la pression n'a pas cessé. Aucune avancée n'a eu lieu après ces 8 heures. Face à l'absence de progrès dans l'enquête, le père de Kelsey a ressenti du désespoir, estimant que les enquêteurs ne travaillaient pas correctement. Il a pris les choses en main. Il a rassemblé amis et famille, imprimé des affiches avec la photo de Kelsey et des informations, et a lancé sa propre recherche, interrogeant les gens s'ils avaient vu sa fille. Pendant ce temps, le lendemain matin, les enquêteurs sont retournés au centre commercial où la voiture avait été trouvée. Après avoir récupéré les enregistrements de surveillance, ils ont fait une découverte majeure. La voiture de Kelsey s'était garée là à 21h17, 9h17 du soir. Mais l'horreur s'est confirmée. La personne qui est sortie de la voiture n'était pas Kelsey, mais un étranger dont l'image n'était pas claire. Ils ont considéré cette piste comme un cul-de-sac pour l'identification, mais ils étaient désormais certains que Kelsey avait été enlevé et que cet homme était le ravisseur. Ils en ont déduit que le ravisseur avait délibérément abandonné la voiture dans ce magasin éloigné pour éloigner les soupçons du lieu réel de l'enlèvement. Une fausse piste est apparue. Des informations indiquaient qu'une caméra de restaurant avait filmé une jeune fille de dos, correspondant aux descriptions de Kelsey. La famille s'est précipitée, pleine d'espoir. Ils ont regardé la vidéo, attendant de voir la fille se retourner. Mais ce n'était pas Kelsey. Les enquêteurs sont revenus à la source. Kelsey avait dit qu'elle allait au Target près de chez elle. Ils se sont rendus à ce magasin pour vérifier les enregistrements vidéo. Comme ils s'y attendaient, Kelsey est apparue sur les images. Elle avait garé sa voiture à 18h45. Quelques minutes après, les caméras l'ont filmée marchant vers l'intérieur, puis faisant ses achats. Les détectives ont suivi tous ses mouvements. Elle se déplaçait tranquillement et faisait ses achats. Elle est restée dans le magasin pendant environ 10 minutes, n'a parlé à personne, a payé ses articles, est sortie et est montée dans sa voiture. Rien d'anormal n'était visible. La police était déconcertée. Comment avait-elle été enlevée si rien ne s'était passé à l'intérieur? Ces enregistrements étaient la dernière trace de Kelsey. Leur unique espoir était de découvrir ce qui lui était arrivé à partir de ces images. Les meilleurs enquêteurs se sont réunis pour revoir les enregistrements, cette fois avec une extrême précision. Ils ont surveillé non seulement Kelsey, mais aussi toutes les personnes autour d'elle. Après de longues heures de visionnage, ils ont remarqué quelque chose d'étrange se produisant à la fin de la vidéo. Le mouvement était trop rapide et le plan n'était pas clair. Ils ont alors décidé d'analyser l'enregistrement image par image, ou frame by frame. Finalement, ils ont eu la confirmation terrifiante. Juste avant que Kelsey ne monte dans sa voiture, un homme étrange a couru vers elle, l'a poussée violemment à l'intérieur et est monté immédiatement avec elle. Cette action extrêmement rapide s'est déroulée en seulement 15 secondes. Ensuite, la voiture a démarré et est partie normalement. Les enquêteurs étaient maintenant certains que Kelsey avait été enlevée dans le stationnement du Target initial. Ils étaient également convaincus que l'enlèvement n'était pas aléatoire. Le ravisseur avait suivi Kelsey, connaissait ses mouvements et savait où sa voiture était garée. Ils sont revenus aux enregistrements de l'intérieur du Target. Après des heures d'examen, ils ont identifié un homme portant une chemise blanche et un short noir. Cet homme regardait Kelsey d'une manière étrange et la suivait à plusieurs endroits. Ils ont remarqué que lorsqu'elle s'est dirigée vers la caisse, il est sorti du magasin. L'analyse a conclu qu'il l'attendait dans le stationnement. Confiants dans leur analyse, les enquêteurs ont publié la photo de l'individu dans les médias, demandant l'aide du public pour l'identifier. L'appel a eu un effet immédiat, mais inattendu. Ils ont reçu plus de 2000 appels, chacun donnant des noms et des descriptions contradictoires. La situation devenait ingérable. Ils n'avaient pas le temps de vérifier toutes ces pistes, car ils croyaient que Kelsey était encore en vie et voulaient l'attraper avant qu'il ne lui fasse du mal. Ils ont alors eu une idée. Ils sont revenus à la première vidéo, celle du deuxième Target, où la voiture avait été abandonnée. Ils ont cherché à savoir où le ravisseur était allé après être sorti de la voiture. Ils ont observé qu'il marchait en direction du premier Target, le lieu de l'enlèvement. Ils ont supposé qu'il était retourné chercher son propre véhicule. Ils ont vérifié les caméras du Target 1 à l'heure où la voiture de Kelsey avait été abandonnée, loin de là. À 21h22, 9h22 du soir, 5 minutes après l'abandon du véhicule de Kelsey, ils ont remarqué un pick-up blanc se déplaçant. En remontant le temps,
Ils ont découvert que ce pick-up était arrivé au Target 1 juste une minute après Kelsey, vers 18h45. En examinant d'autres caméras, ils ont réussi à obtenir une image du conducteur. Bien que son visage ne soit pas clair, ses vêtements correspondaient à ceux de l'individu suspect repéré précédemment dans le magasin. Ils étaient certains d'avoir le bon homme. Le problème était qu'aucune caméra n'avait filmé la plaque d'immatriculation du pick-up, rendant son identification rapide presque impossible. Les enquêteurs ont décidé de lancer un deuxième appel public. Ils ont publié la photo de l'individu et les détails du pick-up. Cette fois, les résultats ont été rapides. 3 jours après l'enlèvement, un homme a appelé pour identifier le suspect. Il s'agissait de son ami, Edwin Hall. Edwin Hall était marié et vivait dans une maison proche du Target où l'enlèvement avait eu lieu. Les vérifications confirmaient que Edwin Hall correspondait aux spécifications. Une équipe d'intervention s'est rendue chez lui et l'a trouvé avec sa femme en train de charger des affaires dans le pick-up. Il était clairement sur le point de s'enfuir. Il a été immédiatement arrêté. À l'interrogatoire, Edwin Hall a admis être l'homme sur les caméras de surveillance. Il a avoué avoir suivi Kelsey parce qu'elle lui plaisait. Cependant, il a nié tout enlèvement. Il a affirmé qu'il avait paniqué en voyant sa photo dans les médias et avait décidé de s'enfuir en attendant que le véritable ravisseur soit attrapé. Il a expliqué qu'il n'avait pas essayé de se défendre avant car il était certain que personne ne le croirait. Son histoire était persuasive, mais elle n'a tenu face aux preuves matérielles. Les analyses menées sur la voiture de Kelsey avaient révélé des empreintes digitales inconnues. En comparant ces empreintes avec celles d'Edwin Hall, les résultats étaient concordants. La preuve était faite. Les enquêteurs ont continué de faire pression sur lui pour découvrir où se trouvait Kelsey. Hall a finalement craqué et a avoué les faits. Il a raconté qu'il était allé au Target et, par hasard, avait vu Kelsey marcher. Il l'a trouvée attirante et l'a suivie à travers le magasin. Ne pouvant se contrôler, il a décidé de l'enlever. Voyant qu'elle dirigeait sa voiture vers la caisse, il est sorti avant d'elle et l'a attendue dans le stationnement. Dès qu'elle est montée dans sa voiture, il a couru, a pointé une arme sur elle et est entré. Il lui a ordonné de conduire calmement. Kelsey a obéi et Hall l'a dirigée jusqu'à une zone isolée. Là, Edwin Hall a agressé sexuellement Kelsey. Hall a refusé d'en dire plus sur ce qui s'était passé après l'agression. Les enquêteurs ont alors utilisé la dernière localisation du signal du téléphone de Kelsey pour déterminer la zone de recherche. L'équipe s'est dirigée vers cette zone qui comprenait un lac et de la végétation dense. Les plongeurs ont exploré le lac, tandis que les policiers et les chiens cherchaient dans les bois. Après plusieurs heures de recherche, le corps de Kelsey a été retrouvé. Les analyses ont confirmé qu'il s'agissait bien d'elle. Les policiers ont alors contacté les parents de Kelsey pour leur annoncer la terrible nouvelle. Edwin Hall a été officiellement accusé et son affaire a été portée devant les tribunaux. Hall a plaidé coupable afin d'éviter la peine de mort. Il a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. L'affaire Kelsey Smith, qui a débuté par une simple course pour acheter un cadeau et s'est transformée en une course contre le montre déchirante, a mis en lumière la vulnérabilité face à la prédation criminelle et l'importance cruciale des caméras de surveillance pour résoudre les mystères les plus sombres. Washington, au nord-ouest des États-Unis. C'est une région connue pour ses vastes espaces sauvages et ses forêts majestueuses. C'est ici, dans la banlieue sud de Seattle, à Tacoma, que nous allons remonter le temps jusqu'en 1985. Notre histoire commence avec Michael Rimmer, que ses proches appellent Mike. Mike a 36 ans, il est couvreur à Seattle, un métier pour lequel son patron le décrit comme un employé modal et un travailleur acharné. Pendant les mois d'hiver, lorsque le travail de toiture se fait rare, Mike complète ses revenus en travaillant comme trappeur. Depuis 15 ans, la nature est son domaine, il pose des pièges pour capturer des visons, des coyotes, des lynx et des rats musqués le long de la rivière Nisqually. Cette rivière se trouve à environ 50 km au sud de Tacoma. Son père, Lloyd Rimmer, affirme d'ailleurs que Mike est parfaitement à l'aise dans les bois et capable de faire face à n'importe quelle situation en forêt. À cette époque, Mike partage sa vie avec Diana Robertson, âgée de 21 ans. Ensemble, ils ont une petite fille, Crystal, qui n'a que 2 ans. Le couple a déjà traversé des crises graves dans le passé, mais apparemment l'équilibre est revenu. Avant de plonger dans l'affaire Rimmer, il est essentiel de souligner un contexte troublant dans la même région. 4 mois plus tôt, en août 1985, un double drame s'était déroulé non loin de là. Stephen Harkins, 27 ans, et sa petite amie Rose Cooper, 42 ans, tous deux enseignants, étaient partis camper un week-end au bord du lac Tulalip, près de la rivière Nisqually. Alors qu'ils dormaient dans leur tente, ils ont été attaqués. Stephen Harkins a été abattu pendant son sommeil.
Le cadavre de leur chien a également été retrouvé. Cependant, Russ Cooper, elle, avait disparu. Il faudra attendre 2 mois et demi jusqu'au 26 octobre 1985 pour que le corps de Russ Cooper soit finalement découvert à plus de 2 km de leur tente. Un détail macabre et intrigant a marqué cette découverte. Russ Cooper avec une chaussette de sport, une chaussette tube, nouée autour du cou. Revenons à Mike, Diana et Crystal Rimmer. Le 12 décembre 1985, Mike emmène sa petite famille en forêt. L'objectif est double, chercher un sapin de Noël et, pour Mike, jeter un œil à quelques-uns de ses pièges. Ils montent tous les 3 à bord du pick-up Plymouth rouge de Mike et quittent Tacoma vers le sud. Après 1h15 de route, ils atteignent la zone forestière montagneuse et isolée, proche de la rivière Nisqually, là où Mike a l'habitude de travailler. C'est une sortie en famille tout à fait banale, mais elle va basculer dans le mystère le plus total. Plus tard cet après-midi-là, un incident survient dans un supermarché Kmart de Spanaway, une localité située à 22 km au sud de Tacoma. Une cliente aperçoit une fillette en bas âge errant seule près de l'entrée. La cliente amène l'enfant à l'intérieur. La directrice adjointe du magasin lance un appel au micro au cas où les parents seraient en train de faire leurs courses. Personne ne se manifeste. La fillette ne répond pas aux questions sur son nom ou l'identité de ses parents. Elle est muette, effrayée et semble incapable de s'exprimer. Elle est manifestement très jeune, ayant environ 2 ans. La direction du Kmart alerte la police. Comme personne ne connaît l'enfant et qu'aucune disparition n'a été signalée, la fillette est emmenée à l'hôpital pour un examen médical avant d'être placée temporairement dans une famille d'accueil. Le lendemain, la photo de l'enfant est diffusée dans tous les journaux de l'État de Washington. Les autorités lancent un appel à témoins. 2 jours plus tard, l'appel porte enfin ses fruits. Une femme du nom de Louise Conrad reconnaît l'enfant. Louise n'est autre que la mère de Diana Robertson, et donc la grand-mère de la petite fille. C'est un choc pour Louise. Elle ne parvient pas à comprendre pourquoi Diana et Mike auraient abandonné leur fille. Elle tente immédiatement d'appeler le couple à leur domicile, mais le téléphone sonne dans le vide. Louise contacte la police, récupère sa petite fille, Crystal, dans la famille d'accueil. Crystal reconnaît sa grand-mère et la suit, mais elle reste dans un état catatonique, incapable de parler. Louise s'occupe de sa petite fille, la laissant reprendre des forces, mais insiste pour savoir ce qui s'est passé. Elle pose la question simple. Où sont papa et maman ? Finalement, après avoir insisté, la petite Crystal finit par murmurer une phrase étrange. « Maman est dans les arbres ». Elle ne dira rien de plus, ne faisant que répéter cette phrase. Interrogée par la police, Louise leur transmet le peu d'informations qu'elle détient, liant ainsi la disparition à la forêt où Mike, le trappeur, avait ses habitudes. Les autorités organisent d'intenses recherches dans les forêts montagneuses proches de la rivière Nisqually. Mike travaillait sur une zone extrêmement vaste, s'étendant sur plus de 130 km. Des patrouilles et un avion survolent la région, cherchant désespérément le pick-up rouge distinctif de Mike. Les jours passent sans le moindre résultat. Mike, Diana et leur véhicule se sont volatilisés. Après plusieurs jours de recherche infructueuse, l'opération est suspendue. La police estime qu'ils ne peuvent pas consacrer un temps infini à un couple qui pourrait avoir choisi de disparaître volontairement après avoir abandonné sa fille. L'enquête se retrouve dans une impasse totale. Les semaines et les mois s'écoulent. L'angoisse de Louise Conrad augmente. Pourquoi Crystal s'est-elle retrouvée seule sur le parking du Kmart, si loin du lieu du pillage, et où sont passés les parents ? Environ 2 mois après la disparition, le 18 février 1986, l'affaire connaît un rebondissement. Dans une zone forestière située à environ 60 km au sud de Tacoma, au nord de Mineral, un homme se promène avec son chien. Il aperçoit une silhouette rouge garée sur le côté de la route. Le véhicule est recouvert d'une épaisse couche de neige, indiquant qu'il est là depuis longtemps. L'homme s'approche. Intrigué, il regarde à l'intérieur du pick-up et se fige. Il voit des traces de sang sur le siège passager avant. Comprenant la gravité de la situation, il quitte immédiatement les lieux pour alerter la police. Les officiers arrivent rapidement. Ils identifient sans peine le véhicule, c'est le pick-up rouge de Mike Rimmer, porté disparu avec sa compagne 2 mois plus tôt. En ratissant les environs immédiats, les policiers font une découverte horrible. Non loin du véhicule, ils trouvent un corps féminin étendu. La femme a été victime d'un homicide d'une violence inouïe, ayant reçu 17 coups de couteau. Détail crucial, une chaussette de sport, une chaussette tube remontant jusqu'au genou, est enroulée autour de son cou. La victime est formellement identifiée, c'est Diana Robertson, la mère de Crystal.
Malgré une fouille approfondie du périmètre, le corps de Mike Rimmer reste introuvable. À l'intérieur du pick-up, la police retrouve 2 éléments importants, le manteau d'hiver de Mike et une enveloppe en papier craft posée sur le tableau de bord, sur laquelle est écrit « Je t'aime, Diana ». La police présente le mot à Louise Conrad, la mère de Diana. Elle confirme que l'écriture ressemble à celle de Mike, car il lui écrivait habituellement des cartes de Noël. Ce message s'apparentant à une note d'adieu, combinée aux antécédents de Mike, oriente rapidement l'enquête vers une seule hypothèse. Mike Rimmer avait déjà été violent envers Diana dans le passé. 2 mois seulement avant le meurtre, le 19 octobre 1985, il avait été arrêté pour l'avoir battue, même si le couple s'était réconcilié par la suite. Mike Rimmer devient le suspect principal dans le meurtre de Diana Robertson. L'enquête va alors prendre une dimension encore plus sinistre en raison de la similitude avec les meurtres d'août 1985. La chaussette tube nouée autour du cou de Diana est exactement le même type de chaussette de sport que celle retrouvée sur Ruth Cooper. De plus, les enquêteurs notent que le nœud fait sur les 2 chaussettes est identique. La police élabore une théorie glaçante, Mike Rimmer est le meurtrier, et le même homme est responsable de tous les crimes. Cette théorie s'appuie sur plusieurs indices circonstanciels. Mike portait souvent sur lui un pistolet de calibre 22, le même calibre utilisé pour assassiner Stephen Harkins. De plus, Mike posait ses pièges seulement 2 à 3 km de Tullahalip Lake, le lieu de camping de Stephen et Ruth. Les enquêteurs pensent que Mike aurait pu considérer le couple de campeurs comme des intrus sur son territoire et, vu ses tendances violentes, les aurait agressés. 4 mois plus tard, il aurait emmené Diana et Crystal dans les bois dans l'intention de supprimer sa compagne. Incapable de faire du mal à sa fille, il l'aurait abandonnée 40 km plus loin au Kmart de Spanaway, avant de revenir sur les lieux du crime. Si ce scénario semble plausible à première vue, de nombreux éléments ne correspondent pas. Premièrement, les analyses de sang trouvées dans le pick-up ne correspondent pas à celui de Mike Rimmer. Deuxièmement, les experts en graphologie ne parviennent pas à confirmer à 100% que Mike est l'auteur du mot « Je t'aime Diana », laissant la possibilité d'une mise en scène. Les familles sont divisées. Louise Conrad, la mère de Diana, est persuadée de la culpabilité de Mike, rappelant qu'il avait déjà menacé de mort sa fille et s'était vanté de pouvoir s'en tirer. De l'autre côté, Lloyd Raymer, le père de Mike, est convaincu de l'innocence de son fils. Il avance des arguments solides. Mike n'aurait jamais laissé volontairement son manteau d'hiver dans la camionnette. Il faisait un froid glacial, et s'il s'était enfui à pied, il aurait eu besoin de ce manteau pour traverser les kilomètres de forêt. Mike n'avait pas argent sur lui au moment de sa disparition. Il n'avait pas retiré son dernier chèque de paie, 316 $, ni effectué de prélèvement sur son compte bancaire. Sans argent, il aurait été très difficile, voire impossible, de financer une longue cavale clandestine. Pour Lloyd Raymer, son fils a été piégé, potentiellement par un amant de Diana. Le couple s'était séparé quelques mois avant le drame, et Diana avait fréquenté un autre homme non identifié. Malgré la conviction des policiers que Mike est le coupable, ils ne peuvent émettre de mandat d'arrêt car il est impossible de prouver qu'il est encore en vie. L'affaire Raymer s'enlise, devenant un cold case. Crystal, marquée à jamais par la tragédie, reste vivre auprès de sa grand-mère, Louise. L'affaire est restée non résolue pendant plus de 2 décennies. Mais en mars 2011, 26 ans après les faits, un rebondissement inattendu survient. Des randonneurs se promenant dans la forêt près de la rivière Nisqually découvrent un crâne humain. La police ratisse la zone et trouve d'autres ossements. Les analyses révèlent une identité. Il s'agit des restes de Mike Raymer. Le lieu de la découverte est particulièrement frappant. Mike Raymer a été retrouvé seulement 1,5 km de l'endroit où Diana Robertson et le pick-up avaient été découverts en 1986. Malheureusement, cette avancée tardive n'apporte pas la lumière espérée. L'autopsie des ossements de Mike Raymer ne parvient pas à déterminer la cause exacte de son décès, car trop peu d'éléments ont été retrouvés. La découverte de Mike ne fait qu'ajouter aux zones d'ombre de l'affaire. Les enquêteurs sont confrontés à des questions insolubles. La question de l'inhumation, le secteur où Mike a été retrouvé, avait été fouillé minutieusement après la découverte de Diana en 1986. S'il était là,
il aurait dû être trouvé. L'hypothèse est donc que le corps de Mike aurait été enterré. Si c'est le cas, cela signifierait qu'il n'était pas le meurtrier, mais une victime, enterrée par quelqu'un d'autre. La logistique du crime. Si Mike était le tueur, son mode opératoire était étrangement compliqué. Il aurait attaqué Diana en forêt, en présence de Crystal, puis conduit 40 km jusqu'au Kmart pour abandonner sa fille. Ensuite, il serait revenu 40 km en arrière jusqu'au lieu du crime, abandonné son véhicule et se serait enfui à pied, mourant à seulement 1,5 km de sa voiture sans que la cause de sa mort ne soit déterminée. Si Mike voulait abandonner sa fille, il aurait pu choisir un supermarché beaucoup plus proche. La cause de la mort. La police exclut la mort par hypothermie suivie d'un enfouissement terminal, où la victime tente de s'enterrer pour se réchauffer. Mike n'aurait eu besoin que de 15 à 20 minutes de marche pour atteindre une route principale. L'hypothermie mortelle n'aurait pas pu survenir dans un délai si court. La possibilité que Mike Rimmer ait lui aussi été victime d'un homicide est désormais retenue. L'énigme de Crystal. Enfin, la signification de la phrase de Crystal « Maman est dans les arbres » n'a jamais été élucidée. Elle pourrait signifier simplement que sa mère était dans la forêt, ou bien qu'elle était grimpée dans un arbre, essayant d'échapper à son agresseur. La petite fille a peut-être été témoin du meurtre, ce qui l'aurait plongée dans un état catatonique et provoqué une amnésie traumatique. À l'heure actuelle, l'affaire demeure irrésolue. Les 4 meurtres commis dans la région entre août et décembre 1985, Stephen Harkins, Rose Cooper, Diana Robertson et Michael Reimer, sont attribués au même individu, surnommé le Tube Sock Killer, le tueur à la chaussette. Les similitudes sont trop flagrantes pour être ignorées. Les 2 victimes féminines, Rose Cooper et Diana Robertson, ont été retrouvées avec une chaussette autour du cou. De plus, les victimes féminines ont été retrouvées séparées de plusieurs kilomètres de leurs compagnons. Ce mode opératoire très particulier est la signature d'un tueur en série. Depuis 2011, aucune autre avancée n'a été faite. Le Tube Sock Killer a pu déménager, mourir ou être emprisonné pour d'autres crimes. Personne ne sait ce qui est advenu de cet individu, ni s'il est toujours en vie. L'impact de cette affaire est immense. Pour la police, c'est un dossier froid et complexe. Pour Crystal, désormais dans la jeune quarantaine, elle a grandi sans ses parents, portant le poids d'un souvenir qu'elle ne peut pas se remémorer, car à l'âge de 2 ans, l'amnésie infantile rend peu probable qu'elle se souvienne du drame qu'elle a vécu. L'affaire Reimer, intrinsèquement liée au meurtre de Cooper et Harkins, illustre un sombre mystère dans la nature sauvage américaine, laissant derrière elle une famille détruite et la certitude qu'un tueur en série a agi dans l'État de Washington sans jamais avoir été identifié ou appréhendé. Notre histoire commence avec Helen Park, une jeune femme de 20 ans au moment des faits. Helen, d'origine coréenne, mais née en Californie, était reconnue pour sa personnalité joviale et extravertie. Elle était décrite comme une personne facile à aborder, qui aimait expérimenter de nouvelles choses, écrire des chansons, notamment du rap, et danser le hip-hop. Sa nature ouverte et son esprit joyeux étaient évidents. Il est important de noter le contexte familial d'Helen. Ses parents avaient divorcé lorsqu'elle était adolescente. Elle vivait avec sa mère, Susan. Au moment de sa disparition, Helen était dans une relation intermittente avec un jeune homme nommé Devan. Leur relation était considérée comme calme et saine, sans histoire de disputes violentes ou de conflits majeurs. Helen et Devan étaient en pause dans leur relation. Cependant, ils se sont retrouvés le 27 janvier 2017. Le plan était qu'Helen se rende chez Devan, qui vivait dans une communauté très aisée de Calabasas, en Californie, un quartier proche d'Hollywood. Vers 22h, Helen est arrivée chez Devan. Ils sont sortis ensemble pour aller au cinéma, un moment capturé par les caméras de surveillance. Ils sont rentrés de leur sortie vers minuit, nous sommes alors le 28 janvier. Fait notable, ils ont pris un service Uber pour rentrer chez Devan, malgré le fait qu'ils possédaient tous deux leur propre voiture. La raison supposée était qu'ils avaient consommé une substance, probablement du cannabis ou des pilules, selon ce que les amis d'Helen révéleront plus tard, et n'étaient pas en état de conduire. Helen avait l'intention de passer la nuit chez Devan. Plusieurs heures se sont écoulées, sans incident. Puis, vers 4 heures du matin, selon le récit de Devan, Helen s'est réveillée brusquement. Elle était visiblement effrayée et paniquée.
Elle a commencé à chanter pour elle-même, murmurant « Il faut que j'y aille, il faut que j'y aille ». Elle s'est habillée en hâte et a rassemblé ses affaires. Devan, réveillé, lui a demandé ce qui n'allait pas, essayant de la calmer et de la persuader d'attendre le lever du jour. Il n'a pas mentionné qu'elle aurait reçu un appel ou un message qui aurait provoqué cette réaction. Vers 6 heures du matin, Hélène est partie de chez Devan. Cet enregistrement des caméras est la dernière image connue d'Hélène. Elle a pris sa voiture et a quitté le domaine. Les caméras du portail de la communauté, équipées d'un radar, ont enregistré la plaque d'immatriculation de sa voiture, qui était grise. Une contradiction est apparue lors de l'examen des séquences de surveillance. La caméra de la maison de Devan a montré Hélène sortir à 6h05. Cependant, la caméra du portail de la communauté a enregistré sa sortie à 10h14. Bien que les enquêteurs aient supposé que l'horloge du radar était déréglée, avancée d'1 heure, même en corrigeant ce décalage, il restait un trou de 9 à 10 minutes non expliqué entre le moment où elle a quitté la maison et celui où elle a passé le portail. Ce trajet, selon les enquêteurs, ne devait prendre que quelques minutes, beaucoup moins que 5 ou 10. Le reste de la journée du 28 janvier, Suzanne, la mère d'Hélène, a essayé de contacter sa fille sans succès. Hélène ne répondait ni aux appels ni aux messages. Devan a également essayé de l'appeler après s'être réveillée, mais elle n'a pas répondu. Vers 15 h, le 28 janvier, le téléphone principal d'Hélène s'est éteint définitivement. Il est resté éteint pendant 5 jours. Suzanne a commencé à s'inquiéter. Bien qu'Elaine ait l'habitude de partir pour de courts voyages de quelques jours sans prévenir, cette fois, Suzanne avait un mauvais pressentiment. Elle a contacté la police qui lui a d'abord dit d'attendre 1 jour de plus, Elaine étant majeure. Le 30 janvier, un rapport officiel de disparition a été déposé. Les jours ont passé, puis le 2 février, les autorités ont fait une découverte majeure. La voiture d'Elaine a été retrouvée. Elle était garée sur l'autoroute de la côte de Malibu, à environ 20 miles, 45 minutes de route de la maison de Devan. L'état de la voiture était étrange. La batterie était vide, mais la voiture était garée comme si elle était en marche. Les clés étaient dans le contact et la voiture était déverrouillée. Il n'y avait aucun signe d'effraction, de sang ou de violence. Plus troublant encore, tous les effets personnels essentiels d'Elaine étaient à l'intérieur. Son ordinateur portable, son sac à dos, sa carte d'identité et son portefeuille, ses 2 téléphones, le principal déchargé, le second inutilisé. La conclusion des enquêteurs était que Elaine avait garé la voiture, en était sortie, et que son sort s'était joué à l'extérieur du véhicule. L'endroit où la voiture a été trouvée n'était pas un endroit isolé, mais une route passante. L'enquête n'a pu trouver aucune preuve matérielle. Aucune mention de découverte d'empreintes ou d'ADN étranges n'a été faite. Suzanne a tenté de déverrouiller le téléphone principal d'Elaine, mais après 10 tentatives infructueuses, l'appareil s'est verrouillé de façon permanente. Les enquêteurs ont pu accéder au compte iCloud d'Elaine via son ordinateur portable, mais malheureusement, cet iCloud n'avait pas sauvegardé les dernières 24 heures de son activité, coupant accès aux derniers messages et appels. L'affaire s'est alors orientée vers des hypothèses et des théories, principalement basées sur les dires des amis et de l'entourage. Devan fut le premier suspect logique. Les amis ont fait remarquer que Devan était le fils d'un important producteur hollywoodien, issu d'une famille influente et riche, vivant dans une communauté très privilégiée. L'idée que ses parents puissent étouffer un problème a été soulevée. Cependant, Devan et sa famille ont coopéré pleinement. Ils ont remis l'intégralité des enregistrements de surveillance. La police a pu interroger le chauffeur Uber, qui a confirmé que le couple était heureux et qu'il n'y avait eu aucun signe de conflit. Les enquêteurs ont fouillé la maison et le téléphone de Devan sans trouver de drapeau rouge. Devan fut donc officiellement écarté des suspects. L'absence de Devan sur les caméras après le départ d'Elaine et l'absence de preuves qui les suivit le disculpent. Les amis d'Elaine ont révélé un événement passé troublant. En 2015, Elaine, qui prenait occasionnellement des drogues et des pilules, avait été agressée sexuellement lors d'une fête. L'agression aurait été filmée et diffusée, provoquant une grande détresse psychologique chez Elaine. Bien qu'Elaine ait publiquement tweeté en 2016 qu'elle pardonnait et ne porterait pas plainte, ses amis craignaient que les personnes impliquées dans cette agression de 2015 aient des liens avec l'entourage de Devan et qu'elle ait été réduite au silence. Toutefois, les enquêteurs ont trouvé les témoignages des amis contradictoires et n'ont trouvé aucune preuve matérielle, comme la vidéo présumée, pour étayer ce lien.
Les enquêteurs se sont intéressés aux habitudes d'Elaine de fréquenter des personnes rencontrées au hasard, qu'elle appelait l'anonyme A. Un incident récent impliquait Elaine et un de ses contacts masculins. La police avait arrêté l'homme alors qu'il était en voiture avec Elaine, découvrant qu'il portait une arme à poing. Elaine ignorait la présence de l'arme. Ce fait était critique. Elaine devait témoigner contre cet homme A seulement 2 jours après sa disparition, le 30 janvier. Bien que l'homme ait été libéré 2 jours avant la disparition, il existait un mobile. Les anciens messages retrouvés dans son iCloud révélaient que cet homme A était agressif et menaçant envers elle. Bien que cette théorie présentait des preuves d'un individu potentiellement violent ayant un motif, il n'y avait toujours aucune preuve qu'il soit directement responsable de sa disparition. C'est la relation d'Elaine avec sa mère, Suzanne, qui a soulevé les plus grands doutes. La relation était conflictuelle, notamment en raison de disputes fréquentes concernant l'argent. Suzanne a reconnu elle-même que la connexion maternelle n'était pas forte, expliquant qu'étant elle-même adoptée, elle avait du mal à établir un lien familial solide. Elle est notoirement stricte sur les finances, exigeant même le remboursement immédiat de petites sommes comme 20 $. Les enquêteurs ont découvert que Suzanne avait effacé tous les messages récents entre elle et Elaine. Suzanne a justifié cette action en disant qu'elle avait une habitude obsessionnelle de maintenir son téléphone ordonné. Cependant, effacer des messages après la disparition de sa fille a accru les soupçons. De plus, l'attitude de Suzanne après la disparition fut choquante pour beaucoup. 2 ou 3 mois plus tard, elle a loué la chambre d'Elaine et s'est débarrassée de ses meubles et affaires. Suzanne a justifié cela par de graves problèmes financiers. Un groupe de podcasts fortement impliqué dans l'affaire est intervenu. Ils ont récupéré les affaires d'Elaine et ont loué sa chambre à Suzanne pour 1 500 $ par mois afin de préserver les lieux et les objets comme preuve. Suzanne a également donné les 2 chats de la famille à un refuge. L'une des chattes est morte de maladie due au stress, tandis que l'autre a été sauvée par le groupe de podcast et remise au frère d'Elaine, qui n'était pas au courant de la décision de sa mère. Le frère a d'ailleurs noté que sa mère était capable de tels agissements, compte tenu de leur manque de lien affectif. Le père d'Elaine, quant à lui, a loué la voiture d'Elaine à quelqu'un d'autre dès que la police la lui a rendue, accentuant l'impression de détachement familial. Plus tard, des chiens détecteurs de cadavres ont fouillé la maison de Suzanne. Ils ont marqué l'emplacement des effets personnels d'Elaine, sac à dos, mur de la chambre qui avait été trouvé dans la voiture. Les enquêteurs ont conclu que cela pouvait être dû à la forte odeur d'Elaine sur ces objets au moment de sa disparition, sans indiquer qu'elle était morte sur place. Le grand rebondissement est venu 1 an après la disparition, lorsqu'un spécialiste a réussi à déverrouiller le téléphone d'Elaine. Fait poignant, le code PIN était l'adresse de Devan, confirmant la force de leur lien. Le déverrouillage a révélé un détail crucial concernant la mère. Le matin de la disparition, à 8 h, le 28 janvier, Suzanne avait envoyé un message à Elaine qui disait « Maintenant, 20 $, maintenant », exigeant le remboursement d'une dette de 20 $. Ce message n'a jamais été ouvert par Elaine. Devan et Suzanne ont appelé à plusieurs reprises après ce message, mais Elaine n'a pas répondu. Parallèlement, l'enquête a révélé la présence d'alertes suspectes sur le téléphone de Suzanne. Pour le 3 mars, le jour où la police avait prévu de fouiller la maison, Suzanne avait programmé 2 rappels. L'un à 9 h intitulé « Cache-le » et l'autre à 13 h intitulé « Rends ce qui était caché ». Interrogée, Suzanne a expliqué qu'elle avait caché des preuves de la consommation de drogue d'Elaine pour protéger sa réputation. Les enquêteurs ont trouvé cette explication faible, se demandant pourquoi elle n'avait pas fait cela plus tôt et pourquoi elle avait planifié de cacher puis de ramener l'objet le jour exact de la perquisition. Bien que Suzanne ait subi un test polygraphique qui s'était révélé non concluant, et malgré ses actions étranges et suspectes, il n'existe aucune preuve matérielle liant Suzanne à la disparition d'Elaine. Les enquêteurs n'ont notamment aucune preuve qu'elle se soit rendue là où la voiture a été trouvée. Grâce au téléphone déverrouillé, la chronologie des événements a été affinée. Elaine a écouté de la musique sur l'application Pandora à partir de 7 h 15 le 28 janvier. Un message de l'application envoyé vers 9 h, « Écoutez-vous toujours », a indiqué qu'elle avait cessé d'utiliser son téléphone ou l'avait laissé. Il est donc fort probable que l'incident d'Elaine s'est produit entre 7 h 30 et 9 h du matin. Les théories finales penchent vers l'enlèvement ou la malchance. L'enlèvement par A ou un inconnu. Quelqu'un aurait pu profiter de sa voiture en panne ou de son état si elle était encore sous l'effet de substances. L'absence de vol suggère un motif personnel comme la vengeance de l'homme A qu'elle devait dénoncer ou une agression ciblée. Le fait qu'elle ait laissé ses téléphones et son portefeuille est un mystère. La fuite. L'idée qu'elle a une épuisée par ses relations conflictuelles, notamment avec sa mère qui l'a déjà pressée de commettre une fraude à l'assurance pour l'argent, a été envisagée.
Cette théorie est cependant faible, car elle n'aurait jamais abandonné tous ses moyens de survie, téléphone, argent. Un dernier détail étrange a été révélé. Le compte Facebook d'Elaine a été supprimé et son historique de connexion a été entièrement effacé. Personne ne sait qui a fait cela. À ce jour, l'affaire de la disparition d'Elaine Park reste non résolue. Elle est remplie de possibilités et de soupçons, mais d'aucune preuve matérielle définitive. Les mouvements et les décisions d'Elaine ce matin-là, notamment son départ paniqué de chez Devan et le moment où elle a abandonné ses affaires sur une route passante, n'ont jamais été expliqués. Ce dossier a non seulement souligné l'échec de l'enquête à trouver des réponses, mais a également mis en lumière les relations complexes et toxiques au sein de la famille d'Elaine. Les actions de sa mère, Suzanne, la demande de $20 à 8 h du matin, la suppression des messages, la mise en location de la chambre et l'abandon des animaux de compagnie ont attiré l'attention du public et des médias, allant jusqu'à ruiner sa vie sociale, même sans preuve concrète de son implication. La disparition d'Elaine Park demeure un cas glaçant, où l'identité du responsable, qu'il soit l'ami, le menaçant ou un inconnu opportuniste, reste un mystère absolu.